la sixième extinction massive, mais aussi la première extermination délibérée. Parce que lorsque les dinosaures ont été victimes de cette comète, ils ignoraient ce qui avait lieu et dont ils n'étaient pas coupables. Le statut de l'humanité aujourd'hui est un peu étrange puisque nous sommes à la fois les auteurs et une partie des victimes de cette catastrophe en cours. Et je crois que d'un point de vue intellectuel, la situation est assez confortable. Parce qu'en effet, nous n'avons pas même besoin de nous projeter, il suffit de faire un bilan. En quelques siècles, nous avons perdu 60% des forêts. En quelques décennies, nous avons perdu 60% des mammifères sauvages. Et en quelques années, nous avons perdu 60% des insectes. En un certain sens, on pourrait presque dire que l'essentiel de la catastrophe a déjà eu lieu. Donc tous les sceptiques, tous les incrédules, tous les négateurs sont aujourd'hui de véritables bouffons, puisque ce n'est pas une peur de l'avenir qui doit nous effrayer, c'est un bilan de ce qui est à l'œuvre. Alors au-delà, on peut penser aux 800 000 morts annuels qui ont lieu en Europe à cause de la pollution. On peut penser à la quarantaine de pays qui est en situation de stress hydrique extrême. On peut penser à la calotte polaire du Groenland qu'on vient de perdre de façon vraisemblablement irréversible. Et si on se projette maintenant dans le futur, on sait que l'ONU nous annonce entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques dans une trentaine d'années. Donc appelons les choses par leur nom, ça, c'est la guerre. Ce n'est pas être un gourou apocalyptique, c'est simplement faire preuve d'une analyse géostratégique élémentaire que de savoir que de telles migrations ne peuvent aller qu'avec des conflits majeurs. Et ça ne concerne pas que l'humanité, puisqu'un million d'espèces environ sont menacées à relativement court terme. Donc ce n'est pas, je crois aujourd'hui, faire preuve de catastrophisme, c'est faire preuve de rationalité élémentaire que de dresser ce tableau pitoyable de l'état du monde. Je pense que c'est une erreur que de croire que l'humanité a échoué. C'est pas vrai, ça. La culture occidentale capitaliste contemporaine est une extrêmement petite partie de l'humanité en termes intellectuels. Elle est très dominante en termes de puissance matérielle, mais elle n'a qu'un rapport au monde parmi beaucoup d'autres. Et le fait est que de très nombreuses autres cultures, qu'en grande partie d'ailleurs nous avons éradiqué, déployait ou développait, je ne dirais même pas un rapport à la nature, mais plutôt un être la nature qui était fondamentalement différent de celui que nous avons échafaudé. Donc la première interrogation, ou plus exactement le premier constat, c'est de comprendre que ce nous ne réfère en fait qu'à une petite minorité qui n'a pas compris qu'elle devait développer des liens commensalistes avec le monde dans lequel elle se déploie. En termes de rapport de force, ça serait l'écrasante majorité, parce que nous sommes ceux qui ont le pouvoir de détruire le monde dans lequel ils se trouvent, ce qui est effectivement un privilège assez extraordinaire. En termes de richesse, c'est-à-dire de puissance d'aimer, finalement, oui, je crois que c'est une extrême minorité. Que serait le monde si Antoine l'avait emporté sur Octave à la bataille d'Actium? Il serait plus beau, ça j'en suis à peu près certain. Si le poète l'avait emporté sur le gestionnaire et si la connivence avec l'Orient l'avait emporté sur l'Occident arrogant. Je ne sais pas, c'est un conditionnel contrefactuel, comme on dit en philosophie, c'est une proposition à laquelle il n'y a pas de réponse possible. Mais ce que j'espère, c'est que la diversité du réel est telle que tenter de l'appréhender et donc en même temps de la recréer avec le plus de modalités possibles, c'est vraisemblablement la manière d'être qui lui fait le moins affront. Et donc, je crois qu'on ne fait pas l'amour comme on résout une équation différentielle, je crois qu'on ne récite pas un poème comme on déclame un discours politique, hélas peut-être, mais ainsi va le réel, il est tellement diapré, tellement diversifié que je crois que renouer avec ces différents modes d'être serait peut-être le premier geste de désenclavement de notre violence hégémonique. Je suis fatigué de cette hégémonie de la pensée scientifique. Les sciences dures sont merveilleuses, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, de la physique théorique, c'est mon domaine, jusqu'aux mathématiques, elles
découvrent et inventent des sinuosités du réel qui sont d'une élégance fascinante, mais elles ne sont pas la totalité du réel. Bien sûr, les sciences humaines et sociales existent, mais au-delà, il y a des rapports au monde qui ne sont littéralement pas de nature scientifique et qui n'en sont pas moins profonds. Écouter la 9e symphonie de Beethoven, ce n'est pas une expérience esthétique, c'est avant tout une réélaboration du réel. Le monde n'est plus le même lorsque vous l'avez écouté. Et bien évidemment, les arts fonctionnent cognitivement et il devrait être possible de réélaborer la légitimité d'une pensée sans avoir nécessairement à assujettir celle-ci à un carcan scientifique. Alors c'est vrai que le capitalisme contient vraisemblablement un principe d'auto-illimitation qui le rend incompatible avec la durée. Néanmoins, je pense qu'il faut se garder de trouver un ennemi unique. Il y a un problème absolument incontestable avec le système économique contemporain. Il y a un problème systémique, global, qui doit être affronté. Pour autant, les Mayas n'étaient pas capitalistes et leur capacité de destruction de l'environnement est vraisemblablement inégalée. Les empereurs romains n'étaient pas capitalistes et on trouve encore aujourd'hui des traces de plomb dans les carottages des pôles. Donc, je crois qu'il faut faire attention. C'est un problème absolument majeur, qui est réel et indiscutable si tant est que l'on est un peu sérieux avec l'analyse effectuée. Pour autant, je ne crois pas que ce soit un maître problème, un méta-problème. J'ai tendance à penser que le capitalisme, ou disons l'illimitation économique, est un symptôme plus qu'une cause de notre rapport totalement déraisonnable, mais déraisonnable au sens profond, c'est-à-dire non pas au sens d'une limite qu'il faudrait s'imposer de façon mortifère, mais au sens d'un désenchantement ubuesque de ce que pourrait être notre réel. Je crois donc que c'est plus un symptôme qu'une cause réellement profonde de cet effondrement. Déjà, l'opposition de l'homme à l'animal est très questionnable, puisque bien sûr, nous sommes l'une des 7 millions d'espèces animales qui peuplent cette planète. Littéralement parlant, biologiquement parlant, nous sommes un singe. D'ailleurs, c'est très drôle, vous savez, dans mon métier d'astrophysicien, on me demande parfois, l'humanité est-elle seule dans l'univers ? Et je réponds toujours, non, je vous assure. Ah bon, on a découvert la vie extraterrestre? Non, on a découvert la vie terrestre. Nous partageons cette planète avec 7 millions d'espèces, mais nous l'avons tout simplement oubliée. Et ce principe d'illimitation, je crois qu'il n'est pas dramatique en tant que tel. Il est dramatique dans la modalité qu'il a acquis. Ce que je veux dire, c'est que si notre désir de créer, notre désir d'aimer, notre désir d'inventer, notre désir d'aider, est illimité, ça pose aucun problème. On peut, en sortant de cette discussion, écrire des poèmes jusqu'à ce que le sommeil nous prenne, et ça ne posera aucun problème. C'est exclusivement le désir illimité de possession matérielle associé à une production destructive qui est problématique. Donc on ne croit surtout pas que l'écologie est castratrice ou qu'elle est décroissante. Elle appelle à toutes les croissances fondamentales, sauf cette part infime de nos activités qui est l'accumulation de biens matériels détruisant les conditions d'habitabilité de notre planète. En fait, il faut renoncer à presque rien. Mais il se trouve que ce presque rien détruit presque tout. Il faut comprendre à un certain moment que tout n'est pas compatible avec tout. Donc quand vos enfants, le soir, passent 3 heures de suite à jouer à Fortnite en haute définition, en très haut débit, eh bien, ils ne lisent pas Iliade. C'est l'un ou l'autre. Nous avons un temps limité. Le temps que nous passons sur Instagram ou sur Twitter, nous ne le passons pas dans les livres. Et de la même manière, l'attrait que nous pouvons développer pour un certain nombre de jouissances essentiellement artificielles ou artefactuelles est un pouvoir d'émerveillement que nous ne développons plus par rapport à un autre réel. Pour être très concret, nos enfants, et nous-mêmes, pour être honnête, savent reconnaître à l'oreille les sons Snap, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Mais ils ne savent pas reconnaître les 3 chants d'oiseaux que nous entendons encore dans les villes. Bon, rassurez-vous, nous avons perdu 400 millions d'oiseaux en Europe, vraisemblablement 1 milliard aux États-Unis, donc bientôt on n'entendra plus ces chants d'oiseaux et la question ne se posera plus. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pratiquement le seul son non humain qu'on peut encore entendre en ville. Personne parmi les jeunes ne sait reconnaître les 3 chants d'oiseaux les plus banals. Et donc, ce qui doit être posé sur la table aujourd'hui, c'est simplement la question du choix. Voilà. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que l'on souhaite valoriser? Et qu'est-ce
Qu'est-ce qui nous rend désirables finalement? Qu'est-ce qui me pose dans une posture améliorative aux yeux de l'autre? Parce que je crois que c'est ça le cœur du problème. Nous aimons tous être aimés. Qu'est-ce qui me rend aimable finalement? De pouvoir effectivement poster des voyages, des images de mon dernier week-end passé aux Bahamas, virtuel, hein, je ne l'ai pas fait, ou est-ce que c'est au contraire inviter à un peu d'émerveillement face à cette on pourrait appeler ça cette étrange banalité que nous avons perdue de vue. Je crois qu'il va falloir oser poser les vraies questions axiologiques, c'est-à-dire relatives aux valeurs. Le philosophe Jacques Derrida disait « tout autre est tout autre », au sens « chaque autre est infiniment autre ». Et je crois effectivement qu'on n'a pas besoin d'aller voir les lions en Afrique alors qu'on ne connaît aucun des mammifères qui peuplent nos prairies, on ne connaît aucun des oiseaux qui peuplent nos montagnes. Et de toute façon, souvent quand on va les voir, c'est dans des réserves où leur comportement est tellement atrophié qu'il n'a plus rien d'authentique. Donc oui, bien sûr... oui, d'accord, je vous le concède, c'est beau d'aller marcher loin de chez soi, mais je crois quand même que souvent c'est un pis-aller. Tout le monde a pleuré sur la forêt amazonienne qui partait en fumée. Mais pour beaucoup, ça a été au titre de ce que nous perdions le poumon de la terre. Mais c'est stupide. Écoutez, un poumon, c'est un organe qui remplit une fonction. Moi, je m'en fous d'avoir des poumons. J'ai besoin de pouvoir respirer. Mais le poumon en tant que tel, j'ai aucune affection pour mes poumons. Je veux juste qu'ils remplissent le rôle qui est de me permettre de vivre. Si vous dites que la forêt amazonienne est un poumon, ça veut dire que vous considérez que le rôle de la forêt, c'est de vous fournir de l'oxygène. C'est extrêmement grave. C'est le lieu de la vie, la forêt. La forêt, elle a sens en elle-même. Et je crois que c'est cet assujettissement de l'altérité à notre satisfaction qu'on a vu avec le colonialisme et qu'on voit aujourd'hui avec le spécisme finalement, c'est-à-dire de ne considérer les animaux ou la nature en général, même si ce mot est un peu discutable et un peu connoté, comme une simple ressource. Voilà, peut-être le péché cardinal. Le péché cardinal. Kant, d'ailleurs, le disait lui-même dans la critique de la faculté de juger, c'est de considérer que l'autre n'est qu'un moyen pour arriver à ses fins. Et c'est exactement comme ça que nous nous comportons aujourd'hui avec la vie non humaine. Quoi qu'il se passe, ça engendre un désordre. Ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas sans savoir que l'idée de la fin de l'esclavage était considérée comme impossible. Et rappelez-vous que beaucoup d'intellectuels expliquaient à la fin, parce qu'au début, la question se posait même pas, mais quand on était proche du basculement, qu'effectivement, il y avait quelque chose d'immoral dans l'esclavage, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne s'en sortirait pas sans esclaves. C'était exactement la même chose avec le travail des enfants. Quand les gamins travaillaient à 12 ans dans les mines, donc pendant très longtemps, ça semblait parfaitement normal. Et puis, avant le basculement, il y avait l'idée que oui, quand même, c'est vrai, c'était un peu immoral que les enfants pauvres travaillent quand ils étaient de jeunes adolescents. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est exactement le même jeu qui se rejoue aujourd'hui avec ces 1000 milliards d'êtres vivants sensibles que nous tuons chaque année sans aucune nécessité, puisque non seulement c'est dramatique du point de vue éthique, du point de vue de la souffrance engendrée, c'est dramatique du point de vue climatique, du point de vue de la pollution et des émissions de CO2 engendrées, et c'est dramatique du point de vue humain, parce que c'est une alimentation extrêmement égoïste, puisqu'on ne peut pas nourrir toute la Terre de cette manière, ce qui revient à dire on va nourrir une petite fraction d'hommes et de femmes riches au détriment des autres. Donc quel que soit le prisme, c'est dramatique, mais le spectre du désordre qu'engendrerait une mutation est agité pour ne pas mettre les véritables questions sur la table. Pour répondre en un mot, si on ne mange plus d'animaux, on mangera autre chose. Donc évidemment que les reconversions auront lieu, et évidemment que ce ne serait pas nécessairement une catastrophe sociale. Aujourd'hui, les responsables politiques gèrent les affaires courantes en s'assurant qu'il se passe le moins de choses possible, au sens où seule l'inertie est véritablement favorisée. Aucune question n'est mise sur la table. Pour moi, c'est la plus grande déception de la crise Covid-19. Je n'espérais pas, bien évidemment, un monde d'après florissant. Ça, c'était très naïf et personne n'y croyait vraiment. Mais je pensais quand même que quelques questions seraient mises sur la table.
absolument aucune. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on a, excusez-moi cette parenthèse, mais pourquoi on a cette reprise-là de la pandémie? Moi, je ne suis pas médecin, et même les médecins d'ailleurs n'en savent rien. Mais enfin, il y a une raison évidente quand même. Il suffit de voir les jeunes le soir et les moins jeunes, c'est les bars, etc., où tout le monde retire son masque, on a une circulation du virus extrême, et ça cause plein de problèmes. Bon, donc du coup, on n'a pas interdit ça parce qu'il fallait sauver les bars. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas simplement fermer les bars et partager un peu notre argent et sauver les bars en les aidant? Mais l'idée de partage, l'idée d'aide, l'idée de mise en commun est tellement impossible qu'on ne la met même pas sur la table. Il y a 3 fois plus de logements vacants que de SDF en Île-de-France. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se demander si on trouve ça normal ? Et qu'on ne me dise pas qu'on ne peut rien y faire, hein, parce que du jour au lendemain, on a quand même été interdit de sortir de chez nous. Donc on a vu que le pouvoir politique, quand il voulait affirmer sa poigne, il était capable de le faire. On a quand même été assigné à résidence. Pour de bonnes raisons, hein, d'ailleurs, je ne le critique pas. Mais enfin, est-ce que c'est 3 fois plus de logements vides que de gens qui vivent et donc qui meurent dans la rue, hein? On estime que l'espérance de vie est diminuée de 20 ans quand vous vivez dans la rue. Donc vous mourrez dans la rue. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on pourrait en parler? Non. Mais non, c'est impossible, vous êtes un utopiste. Non mais je suis pas du tout un utopiste, il y a une place vide et il y a quelqu'un qui crève à côté. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre, s'il vous plaît, dans l'appartement vide? Ah non, vous êtes un dangereux, maoïste, communiste. Non, non, c'est juste la rationalité élémentaire. Et donc, aujourd'hui, la politique ne met aucune question fondamentale sur la table. Nous sommes face à une crise écologique et sociale sans précédent. Nous sommes, selon les mots de l'ONU, dans une situation de menace existentielle directe et absolument aucune question n'est posée. Enfin, vous avez vu en fait, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire pendant la crise? On a reporté de quelques mois le versement des dividendes aux actionnaires. Mais nous sommes des bouffons. Et nous sommes gouvernés par des bouffons. Parce que finalement, soyons honnêtes, en fait, on est tous pour l'impérialisme de ses propres idées, et ça ne marche pas comme ça, et tant mieux finalement. Simplement, la démocratie représentative à l'occidental, d'abord, n'est pas le seul système politique possible. Quand on regarde les autres à l'œuvre, c'est vrai qu'ils sont plutôt pires, ça il faut le reconnaître, mais le point nodal en fait de cet échec, c'est que les échelles de temps qui nous concernent ici ne sont pas celles qui permettent la réélection de ceux qui s'occupent de notre avenir. Voilà. Il n'y aurait aucun bénéfice pour un homme ou une femme politique à prendre les mesures qui nous sauveraient, parce que les effets ne se sentiraient pas 3 ans après, et c'est 3 ans après qu'ils se représenteront pour un mandat. Donc il faut vraiment de toute urgence inventer une autre manière de faire. La Convention citoyenne sera vraisemblablement un échec, puisqu'on voit dès maintenant que ses recommandations les plus fondamentales sont d'ores et déjà niées avant même qu'il y ait débat. Donc le politique ne tient pas sa promesse et continue de nier les questions fondamentales au profit d'une inertie systémique et économique. Mais en termes politiques, cette convention, c'était pas mal, parce qu'on tire au sort des citoyens qui n'ont donc aucun intérêt personnel à être aimés. Ils doivent prendre des mesures pour le bien commun, fussent-elles impopulaires. Ces citoyens tirés au sort interviewent des experts, parce qu'ils ne sont pas compétents a priori, et nos représentants politiques ne sont pas compétents non plus, et quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte d'un niveau d'incompétence qui est souvent absolument inimaginable sur les questions essentielles. Ils connaissent beaucoup mieux que moi les rouages de la bourse. Mais le fait que nous soyons dans une période de suicide collectif, ça, ils ne l'ont pas encore très bien compris. Donc là, il y a peut-être quelque chose à essayer. Je vais rester modeste, en fait. Je vais juste vous dire que je ne suis pas spécialiste de théorie politique et que je n'ai pas de solution clé en main à ce problème de représentativité. Ce que je note finalement, c'est que nous sommes arrivés à un point d'hébétude. Parce que normalement, quand même, quand on est dans un avion en train de se cracher, on arrête la partie de Monopoly qu'on faisait avec ces gamins et on va regarder ce qui se passe dans le cockpit. Et là, ce qui se passe, c'est que nos dirigeants continuent absolument à jouer au Monopoly, même dans l'avion en train de s'écraser. Donc c'est un peu contrariant. Et ce qu'on a noté, je trouve, pendant cette crise, c'est que notre confusion entre le donné et le construit est absolument totale. Nous avons fini par croire que le monde que nous avons élaboré ne pouvait pas être autre. En philosophie, nous dirions que nous avons oublié la contingence, c'est-à-dire nous avons oublié que le réel pourrait être différent.
Et c'est à un point extraordinaire où le moindre clinamen, vous savez, la déviation nec plus quam minimum, disait Lucrèce, à peine plus que le minimum. Même ça, c'est déjà trop. Même ça, ce n'est pas envisageable. Et c'est absolument catastrophique en réalité, parce que l'économie, par exemple, ça n'existe pas. C'est une pure convention. Si je vous dis j'annule la dette, si vous me devez 500 € et je vous dis j'annule la dette, c'est fini. Par un acte de langage, mes mots sont performatifs. Alors que si par un acte de langage, je dis je veux que la température baisse dans cette pièce, rien ne se passe. Au contraire, même, elle grandit un peu du fait que je m'agite en le disant. Donc, le climat, la santé, la mort, la souffrance, ça, c'est réel. Ça, ce sont des choses contre lesquelles les mots ne peuvent rien. L'économie, c'est d'une futilité, d'une fugacité extrême. C'est une simple convention entre nous. Et même face à cette crise majeure, nous faisons encore comme si il y avait des réalités économiques. C'est une tartufferie sans nom, et je vous assure que dans 30 ans, quand on sera aux prises avec les véritables problèmes d'une planète qui a engrangé ses contre-réactions positives, c'est-à-dire qui entre en régime d'instabilité totale, on se dira mais changer les règles du jeu alors qu'on savait que la partie était suicidaire nous semblait impossible. Nous avons été fous. Quand vous parlez de croissance économique, pour signifier notre prédation suicidaire et mortifère. Et on pourrait employer ce second terme, ça aurait déjà un effet sur notre inconscient collectif qui serait un peu différent. Donc si vous êtes en fait pour la vie, vous êtes contre la croissance, c'est problématique en termes de mots. Et c'est exactement la même chose avec le progrès. Moi, on m'a demandé très souvent, et pourquoi les écolos sont anti-progrès ? Bon, ma seule réponse est effectivement avoir supplanté les réseaux sociaux aux livres, est-il un progrès? C'est uniquement ça la question. Ce n'est pas un progrès, c'est une addiction en réalité, dont nous tous avons fait les frais d'une manière ou d'une autre. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de s'opposer au progrès. Moi, je suis chercheur en astrophysique et je suis ravi qu'on comprenne des choses sur les trous noirs. Je suis ravi que les médecins apprennent à nous soigner. Je suis ravi que les biologistes découvrent des relations commensalistes insoupçonnées, y compris même, je l'ai lu récemment, entre les arbres. C'est merveilleux, le progrès de la connaissance. C'est merveilleux de décupler nos interactions et nos moyens d'aimer. Simplement, il y a une sorte de drogue assez claire qu'on appelle, je sais pas, fascination technologique, qui aujourd'hui est perdant-perdant. C'est-à-dire que intrinsèquement, elle nous abrutit et indirectement, elle contribue de façon majeure à l'affaissement de la vie sur Terre. Voilà ce qu'il faut regarder en face. Moi, je crois que l'enjeu majeur aujourd'hui, il est axiologique et symbolique. Parce que, finalement, écoutez, pourquoi est-ce qu'on veut une voiture de sport? Pourquoi est-ce qu'on veut le téléphone portable dernier cri? Pourquoi est-ce qu'on veut ça, en fait? C'est pas pour ce que nous apporte, parce que, en fait, on sait tous que ça nous apporte absolument rien. C'est une manière d'acheter le regard de l'autre. C'est une manière de se rendre désirable. Et donc, si le désir change de camp, si aujourd'hui, on le dit, franchement, ça fait plouc. Vous vous faites photographier en jet ski pendant vos vacances, c'est plouc. C'est juste ridicule. Si on comprend que ça devient un marqueur de délinquance environnementale, si ça devient un marqueur d'incompréhension du monde dans lequel nous sommes, si ça devient un marqueur d'égocentrisme à un point qui est un peu grave quand même, hein, parce que je rappelle 800 000 morts par an en Europe dues à la pollution. C'est pas simplement pas sympa, c'est grave, d'autant plus grave bien sûr quand on a des responsabilités. Si tout cela apparaît, alors je crois que la mutation sous-jacente devrait se faire naturellement. Les collapsologues sont aussi diversifiés que les écolos ou que les fachos finalement. Hein. Il y a une très grande multiplicité de sensibilités. Et il y a des gens dans ce courant dont je suis très proche et que je trouve tout à fait admirable, et d'autres dont je suis plus éloigné. Cela dit, ils n'ont quand même pas tout à fait tort. Hein. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Je le rappelais en introduction, une grande partie de la catastrophe a déjà eu lieu. Donc, ne serait-ce que poser la question quand même de la réversibilité ou des manières d'y échapper est un peu obscène. Parce que ça veut dire quoi la réversibilité quand on parle de la mort ?
Si je vous dis je tue votre enfant, mais c'est réversible parce que je vais en faire un autre, ça va pas vous convaincre, je crois. C'est exactement ça, la logique avec laquelle certains aujourd'hui parlent de réversibilité de la chute de la biodiversité. Non, c'est pas grave, on va en faire d'autres. On parle d'êtres vivants sensibles qui meurent dans des souffrances, dans une agonie absolument extraordinaire. En plus, c'est faux, c'est pas réversible. Donc non seulement c'est faux d'un point de vue factuel, mais même d'un point de vue éthique, c'est quand même une idée qui est tout à fait extraordinairement violente. Au-delà de cela, il n'y a pas de réversibilité, même pour les indicateurs qui pourraient l'être. Par exemple, je ne vais pas être trop technique, mais vous savez que le dioxyde de carbone n'a pas de processus d'épuration chimique. Il ne peut être épuré que du point de vue physique, donc soit par la photosynthèse, soit par l'équilibrage des pressions partielles dans l'océan. Autrement dit, et pour résumer, c'est dur et c'est long. Donc une fois qu'on aura émis ce qu'on a émis, aux échelles de temps signifiantes pour l'humanité, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc tout ça pour dire que les collapsologues ont quand même pour l'essentiel raison.